Ma tante a posté une vidéo de mes parents, et c'est là que j'ai appris qu'ils me considéraient comme une profiteuse ingrate, malgré le fait que je finançais leur vie confortable. Alors, j'ai coupé tout contact avec eux, et j'ai arrêté de les financer. La vidéo est apparue sur mon téléphone à 2h47 du matin, un mardi. J'étais allongé dans mon lit après une autre journée de travail de 16 heures, faisant défiler sans but les réseaux sociaux avant que le sommeil ne m'emporte. Ma tante l'avait publié sur sa page Facebook publique, un enregistrement décousu de 20 minutes, filmé dans ce qui semblait être le salon de mes parents. J'ai failli continuer à faire défiler, j'ai bien dit failli. Mais quelque chose m'a poussé à appuyer sur le bouton de lecture. C'était peut-être la miniature, montrant le visage de ma mère en plein rire, ou peut-être juste le sens de l'humour tordu de l'univers. Quoi qu'il en soit, j'ai lancé la vidéo. Les premières minutes n'étaient que des bavardages familiaux sans intérêt. Denise, apparemment, était en visite depuis l'Arizona, et elle avait décidé de documenter tout son séjour comme une cinéaste amateur. Mes parents étaient assis sur le canapé d'angle en cuir crème que je leur avais acheté 2 ans plus tôt, buvant du café préparé avec la coûteuse machine à expresso italienne qui avait été mon cadeau de Noël. Puis, la conversation a changé de ton. Je ne comprends tout simplement pas les jeunes de nos jours, dit Denise, de derrière la caméra. Ils se croient tout permis. Ma mère, Patricia, a hoché la tête avec enthousiasme. Ne m'en parle pas. Nous avons élevé notre fille pour qu'elle soit indépendante, nous lui avons tout donné, et maintenant, elle agit comme si nous lui devions quelque chose. Je me suis redressé dans mon lit, mon cœur commençant à battre la chamade. Mon père, Gérald, a enchaîné. La petite vit pratiquement sans payer de loyer. Elle n'a pas contribué d'un centime à ce foyer depuis des années. Elle ne fait que prendre, et prendre encore. Le téléphone a failli glisser de mes mains tremblantes. La voix de Denise est revenue, pleine de sympathie et de complaisance. Ça doit être si difficile pour vous deux, après tout ce que vous avez fait pour elle. Ça l'est, dit Patricia, et je l'ai regardé prendre une gorgée délicate de sa tasse. Nous avons essayé de lui enseigner la gratitude, la responsabilité, mais à ce stade, ce n'est qu'une profiteuse. Gérald et moi travaillons si dur pour maintenir ce style de vie, et elle ne contribue en rien. J'ai dû mettre la vidéo en pause. Ma vision était devenue floue, et il m'a fallu un moment pour réaliser que je pleurais. Pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de pure rage, cristallisées. Laissez-moi revenir en arrière et vous donner le tableau complet. Mon nom n'a pas d'importance dans cette histoire, mais mon compte en banque, si. J'ai 32 ans, et je subviens aux besoins financiers de mes parents depuis 8 ans. Pas partiellement, pas en aidant de temps en temps, non, je subviens à leurs besoins, complètement et entièrement. Tout a commencé quand j'avais 24 ans. Je venais d'obtenir ma première promotion majeure dans la start-up technologique où je travaillais comme ingénieur logiciel. L'entreprise était sur le point d'entrer en bourse, et mes options d'achat d'actions semblaient très prometteuses. À peu près à la même époque, mon père a été licencié de son poste de cadre intermédiaire dans une usine de fabrication. Il avait 58 ans, et trouver un travail équivalent s'est avéré impossible. Ma mère n'avait jamais travaillé en dehors de la maison. Elle avait toujours été femme au foyer, ce qui était très bien, mais cela signifiait que les revenus de leur ménage étaient tombés à zéro du jour au lendemain. Ils risquaient la saisie de leur modeste maison de 3 chambres. La panique dans la voix de mon père, la première fois qu'il m'a appelé, résonne encore dans ma mémoire. Je ne l'avais jamais entendu aussi abattu, aussi effrayé. Il avait toujours été le pilier, le pourvoyeur, l'homme qui avait un plan. Alors, j'ai pris les choses en main. J'ai remboursé intégralement leur prêt immobilier avec ma prime d'embauche et la vente de mes premières actions. 340 000 $, envolés en un instant. Mais c'étaient mes parents, et ils avaient besoin d'aide. C'est ce que fait la famille, n'est-ce pas? Puis, il y a eu les impôts fonciers, les factures, les mensualités des voitures. Quand leurs vieilles voitures ont rendu l'âme, il y a eu les frais médicaux que leur assurance insuffisante ne couvrait pas, les réparations de la maison, les courses, les vêtements, les loisirs, tout, absolument tout. Je leur ai dit que c'était temporaire, juste le temps que papa trouve quelque chose de nouveau, ou qu'il règle leur situation de retraite. Ils ont hoché la tête et m'ont remercié abondamment. Patricia a pleuré et m'a appelé son ange. Gérald m'a serré dans ses bras et a dit que j'étais la meilleure fille qu'un homme puisse espérer. 2 ans ont passé, puis 3. Mon père a complètement cessé de chercher du travail. Pourquoi l'aurait-il fait? Je couvrais toutes les dépenses.
ma mère a commencé à redécorer leur maison, à moderniser les appareils électroménagers, à se lancer dans des passe-temps coûteux comme la peinture à l'huile et la cuisine gastronomique. J'ai exprimé mes inquiétudes avec douceur. Papa, as-tu pensé à un travail à temps partiel, juste pour rester actif? Il a balayé ma suggestion d'un geste de la main. À mon âge, personne ne veut embaucher un homme de 60 ans. De plus, j'ai travaillé dur toute ma vie. Je mérite de profiter de ces années. Pendant ce temps, je m'épuisais au travail. J'étais passé ingénieur senior, puis chef d'équipe, puis directrice de l'ingénierie. Plus de responsabilités, plus d'heures, plus de stress, mais aussi plus d'argent, ce dont mes parents avaient apparemment besoin pour maintenir leur style de vie de plus en plus luxueux. Le canapé en cuir crème, la machine à expresso italienne, les nouveaux comptoirs en granit, le service d'aménagement paysager, la femme de ménage qui venait 2 fois par semaine, l'abonnement au câble premium avec toutes les chaînes sportives disponibles, l'adhésion au country club, les week-ends dans la région viticole. Chaque mois, je virais de l'argent sur leur compte. Cela a commencé à $3 000, puis 5, puis 8. Au moment de la vidéo de Denise, je leur envoyais $12 000 par mois, sans compter les dépenses d'urgence qui survenaient constamment, une couronne pour la dent de ma mère, de nouveaux pneus pour la voiture que je leur avais achetée, la réparation d'une clôture, un nouveau système de chauffage et de climatisation. Je vivais dans un appartement d'une chambre qui me coûtait $2 000 par mois. Je conduisais une Honda de 7 ans. J'achetais mes vêtements chez Target. Je n'avais pas pris de vacances depuis 4 ans. Mais mes parents avaient leur retraite de rêve, et je me disais que leur bonheur valait bien mon sacrifice. Assise là, dans mon lit, à 3 heures du matin, en regardant ma mère me traiter de profiteuse ingrate, quelque chose en moi s'est brisé. Et ce qui s'est reformé à la place, était plus dur, et plus froid. J'ai regardé le reste de la vidéo, les 20 minutes en entier. Denise les a interrogés sur leurs finances, et Patricia s'est lancée dans une fiction élaborée sur la façon dont ils joignaient à peine les deux bouts malgré la petite pension de mon père et leur modeste sécurité sociale. Aucune de ces choses n'existait. Gérald n'avait travaillé que 12 ans à son poste lorsqu'il a été licencié, pas assez longtemps pour une pension significative. Il n'avait que 66 ans maintenant, mais il avait cessé de travailler à 58 ans et avait, par conséquent, des revenus de sécurité sociale minimes. Il avait demandé des prestations anticipées à 62 ans, mais après 8 ans sans cotiser, son chèque mensuel suffisait à peine à couvrir les courses. Il n'avait rien. Il n'était rien sans mon argent, et il racontait à leur famille que j'étais un fardeau pour eux. Gérald s'est plaint que je vivais gratuitement chez eux. Je n'avais pas vécu avec eux depuis l'université, il y a 14 ans. Il a grommelé que je mangeais leur nourriture et utilisais leurs services publics. Je leur rendais visite peut-être 4 fois par an, et j'apportais toujours des cadeaux coûteux et des provisions quand je venais. Patricia a mentionné comment ils avaient payé mes études universitaires et comment je ne les avais même jamais remerciés. Ils avaient contribué exactement $8 000 à mes études, grâce à un petit compte d'épargne qu'ils avaient ouvert à ma naissance. J'avais couvert les $72 000 restants grâce à des bourses, des subventions et des prêts que j'avais fini de rembourser il y a 3 ans. Les mensonges continuaient. J'étais difficile. J'étais égoïste. Je n'avais aucun respect pour tout ce qu'ils avaient sacrifié pour moi. Je n'avais jamais vraiment réussi professionnellement, juste un petit boulot dans l'informatique qui payait à peine les factures. Denise a tout gobé, offrant sympathie et validation à chaque tournant. J'ai regardé jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Denise éteigne enfin la caméra avec un commentaire sur les enfants ingrats de nos jours. Puis, je suis resté assise dans le noir, et j'ai élaboré un plan. Premièrement, j'ai fait des captures d'écran de tout, la vidéo, les commentaires. Plusieurs membres de la famille l'avaient regardé et avaient ajouté leurs propres critiques à mon sujet. J'ai téléchargé le fichier vidéo lui-même, avant que Denise ne puisse penser à le rendre privé. Deuxièmement, je me suis connecté à mon compte bancaire et j'ai programmé l'annulation du virement automatique qui devait être traité dans 3 jours. Troisièmement, j'ai ouvert ma boîte de réception et j'ai commencé à rédiger un message. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Au lieu de cela, j'ai passé 6 heures à tout documenter, chaque paiement que j'avais effectué en 8 ans. Chaque mensualité de prêt immobilier, chaque facture de service public, chaque paiement de voiture, chaque prime d'assurance, chaque versement d'impôt foncier, chaque livraison de courses, chaque réparation de maison, chaque facture médicale. J'avais tenu des registres méticuleux, parce que c'est le genre de personne que je suis.
Le total s'élevait à un peu plus de 960 000 $, près d'1 million de dollars en 8 ans. J'ai créé une feuille de calcul. J'ai joint des relevés bancaires. J'ai compilé une chronologie montrant les dates de leurs affirmations sur mon soi-disant parasitisme, par rapport aux dates de mes paiements réels. J'ai pris des captures d'écran de SMS où ils me remerciaient pour l'argent, demandaient plus d'argent, promettaient d'être plus prudents avec l'argent. À l'aube, j'avais un document de 47 pages décrivant la relation financière complète entre mes parents et moi. Je l'ai envoyé à tout le monde, ma tante Denise, mon oncle Robert, mes cousins Jessica, Marc et Timothy, chaque membre de la famille qui avait commenté cette vidéo ou y avait été identifié. Je l'ai envoyé aux voisins de mes parents, ceux qui figuraient sur leurs photos de réseaux sociaux, ceux qui avaient été témoins de leur style de vie somptueux. Je l'ai envoyé au country club dont ils étaient membres. L'objet du mail était « La vérité sur la profiteuse ingrate ». Le corps de l'email était bref, veuillez trouver ci-joint la documentation du soutien financier que j'ai fourni à Patricia et Gérald au cours des 8 dernières années. Vous noterez que cela totalise près d'1 million de dollars. J'ai également inclus la vidéo publiée par Denise, dans laquelle ils me décrivent comme une profiteuse ingrate qui ne contribue en rien à leur foyer. Je vous laisse tirer vos propres conclusions sur qui a profité de qui. À compter d'aujourd'hui, ce soutien financier a pris fin. Je leur souhaite le meilleur pour leur retraite nouvellement indépendante. J'ai appuyé sur renvoyer à 7 heures. Puis, j'ai bloqué les numéros de mes parents, bloqué leurs adresses e-mail, et je les ai bloqués sur toutes les plateformes de réseaux sociaux que j'utilisais. Je me suis déclaré malade au travail. Pour la première fois en 3 ans, j'ai pris une journée de congé personnel. J'en avais besoin. Mes mains tremblaient. J'avais l'estomac noué. Et je fondais en larmes à intervalles réguliers. Vers 10 heures ce matin-là, mon téléphone a commencé à sonner, affichant des numéros inconnus. Je n'ai pas répondu. Les messages vocaux se sont accumulés, Denise, pleurant et s'excusant. Oncle Robert, en colère et sur la défensive. Ma mère, hystérique et incohérente. Mon père, essayant de paraître raisonnable, et échouant lamentablement. Je les ai tous supprimés sans écouter plus de quelques secondes de chacun. Les emails ont suivi, des rétropédalages, des explications, des justifications. Denise a affirmé qu'elle avait mal compris la situation. Ma mère a insisté sur le fait qu'il plaisantait, que je sortais les choses de leur contexte. Mon père a suggéré que je faisais une sorte de dépression nerveuse et que j'avais besoin d'aide. Plusieurs cousins m'ont contacté avec des messages allant des excuses aux accusations. Jessica a écrit un long email sur la façon dont je déchirais la famille pour un malentendu. Marc a envoyé un court message me traitant de mesquine. Timothy, étonnamment, a écrit pour dire qu'il avait toujours soupçonné que quelque chose clochait dans l'histoire de mes parents et qu'il était désolé de ne pas l'avoir remise en question plus tôt. Je n'ai répondu à personne. Le 3e jour, la situation a dégénéré d'une manière que je n'avais pas anticipée. Ma mère s'est présentée à mon immeuble. Le portier m'a appelé pour me demander si je voulais lui autoriser l'accès. Je pouvais entendre sa voix en arrière-plan, stridente et exigeante. « Dites-lui que je ne suis pas à la maison », ai-je dit. « Madame, votre fille dit qu'elle n'est pas disponible », a dit le portier avec diplomatie. La voix de Patricia est montée jusqu'à un cri perçant. « Je sais qu'elle est là. Je suis sa mère. Vous ne pouvez pas m'empêcher de voir ma propre fille. Madame, je vais devoir vous demander de quitter les lieux, sinon je devrais appeler la sécurité. » La communication s'est coupée. Je suis resté près de la porte de mon appartement, m'attendant à moitié à la voir se matérialiser dans le couloir. Elle ne l'a pas fait. 20 minutes plus tard, le portier a rappelé pour confirmer qu'elle était partie, non sans avoir provoqué une scène qui a suscité quelques plaintes de résidents. Mes mains tremblaient alors que je me versais un verre de vin. Il était 11 heures du matin, mais je m'en fichais. L'audace dont elle faisait preuve, en se présentant en victime, en exigeant l'accès à moi après ce qu'elle avait dit, était presque impressionnante dans son impudence. Cet après-midi-là, j'ai reçu un email de ma cousine Jessica, plus long et plus détaillé que son premier message. Elle avait apparemment mené sa petite enquête après avoir reçu ma documentation. J'ai parlé à maman de la chronologie, écrivait-elle. Elle a confirmé que tante Patricia et oncle Gérald vivent assez somptueusement depuis des années. Nous pensions tous qu'oncle Gérald avait une sorte de pension ou de revenu de placement. Maman dit qu'elle a même posé la question une fois, et que tante Patricia est devenue très défensive et a changé de sujet. Je commence à comprendre que c'est plus compliqué que je ne le pensais. Mais tu dois comprendre,
cette vidéo donnait l'impression que tu vivais avec eux et que tu profitais d'eux. Nous ne savions pas. Comment aurions-nous pu savoir si personne ne nous l'avait dit? La réponse à cette question me semblait évidente. Ils auraient pu demander. Ils auraient pu remettre en question un récit qui me dépeignait comme une méchante, sans aucune preuve réelle. Ils auraient pu me donner le bénéfice du doute, après m'avoir connu pendant 32 ans. Mais ils ne l'avaient pas fait, et cela me disait tout ce que j'avais besoin de savoir sur ma place dans leurs priorités. Le 4e jour a apporté une surprise. Mon patron, Kenneth Rothman, m'a convoqué dans son bureau. Mon estomac s'est noué. Mes parents avaient-ils, d'une manière ou d'une autre, contacté mon lieu de travail? Asseyez-vous, dit-il en désignant la chaise en face de son bureau. Je voulais prendre de vos nouvelles. Vous vous êtes déclaré malade en début de semaine, ce qui est inhabituel pour vous. Vous semblez distraite quand vous êtes ici. Est-ce que tout va bien? J'ai hésité sur ce que je devais lui dire. Kenneth et moi avions une bonne relation de travail, mais elle était professionnelle. Nous ne discutions pas de questions personnelles au-delà des banalités de surface. Quelque chose dans son expression, une préoccupation sincère plutôt qu'une obligation professionnelle, m'a décidé à être honnête. Je fais face à une situation familiale, ai-je dit. C'est compliqué, mais pour faire court, j'ai découvert que mes parents ont gravement déformé notre relation auprès de la famille élargie, alors que je les soutenais financièrement depuis des années. Je leur ai coupé les vivres, et il y a eu des retombées. Kenneth s'est adossé à son fauteuil. Depuis combien de temps les souteniez-vous? 8 ans. Près d'1 million de dollars au total. Ses sourcils se sont haussés. Cela explique certaines choses. Que voulez-vous dire? Vous avez refusé des promotions qui auraient nécessité un déménagement. Vous avez liquidé des options d'achat d'actions que la plupart des gens à votre poste auraient conservées. Vous travaillez plus d'heures que n'importe qui d'autre dans l'équipe. Et je me suis toujours demandé pourquoi quelqu'un avec votre salaire semblait si réticent à profiter des avantages de l'entreprise, comme la retraite des cadres ou les opportunités de développement professionnel qui nécessitent de voyager. Je n'avais pas réalisé à quel point ma situation avait affecté mes décisions de carrière. L'entendre exposer de cette façon était déstabilisant. J'avais besoin de l'argent immédiatement, ai-je admis, et je ne pouvais pas quitter la région parce que mes parents avaient besoin de moi à proximité pour les urgences. Du moins, c'est ce que je pensais à l'époque. Et maintenant? Maintenant, je réalise que j'ai mis toute ma vie en attente pour des gens qui ne l'appréciaient pas, et qui, en fait, m'en voulaient pour cela. Kenneth a hoché lentement la tête. Pour ce que ça vaut, vous êtes l'une des ingénieures les plus talentueuses avec qui j'ai travaillé. Si jamais vous voulez reconsidérer certaines de ces opportunités que vous avez laissées passer, ma porte est ouverte. Nous avons une nouvelle initiative qui démarre au printemps et qui pourrait bénéficier de quelqu'un avec vos compétences en leadership. Cela signifierait plus de responsabilités, mais aussi une rémunération et une participation au capital nettement plus importante. La conversation a provoqué un déclic en moi. J'avais été si concentré sur ce que j'avais perdu que je n'avais pas envisagé ce que je pourrais gagner. Être libéré des exigences financières de mes parents signifiait être libre de faire des choix de carrière basés sur ce qui était le mieux pour moi, et non sur ce qui me permettait de maximiser mes liquidités. J'aimerais en savoir plus sur cette initiative, ai-je dit. La réunion s'est terminée avec la promesse de Kenneth de m'envoyer les détails du nouveau projet. En retournant à mon bureau, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, de l'enthousiasme pour mon avenir professionnel. Ce soir-là, Timothy a appelé. Il faut que tu saches ce qui se passe, dit-il sans préambule. Oncle Gérald a essayé de contracter un prêt en utilisant la maison comme garantie. La banque a vérifié sa solvabilité et a découvert que la maison est entièrement payée, mais qu'ils n'ont aucun revenu. Ils ont refusé la demande de prêt. Bien, ai-je dit. Ils paniquent. Tante Patricia a appelé maman en pleurant, disant qu'ils allaient tout perdre. Maman s'est sentie mal et leur a proposé de leur prêter de l'argent, mais papa a rapidement mis un terme à cela. Il a dit, si toi, leur propre fille, tu es parti après avoir vu la situation réelle de près, alors nous autres devrions réfléchir très attentivement avant de nous impliquer. Ton père a l'air d'un homme intelligent. Il l'est. Il est aussi en colère pour toi. Il a dit à maman que ce que Patricia avait dit dans cette vidéo était impardonnable et que tu avais tout à fait le droit de te protéger. Entendre que quelqu'un dans ma famille me défendait, quelqu'un que je connaissais à peine au-delà des réunions de fête, m'a fait monter des larmes inattendues aux yeux. Remercie ton père de ma part. Je le ferai.
Mais il y a plus. Denise a retiré la vidéo, mais pas avant que de nombreuses personnes ne la téléchargent ou la partagent. Elle circule dans certains groupes de discussion familiaux. Les gens prennent parti. Quel parti y a-t-il à prendre? J'ai des preuves. Tu serais surprise du nombre de personnes qui pensent que tu devrais quand même leur pardonner parce que ce sont tes parents. Tante Lorraine, la sœur d'oncle Gérald, a envoyé un long message sur le thème « Honore ton père et ta mère ». Le mari de Jessica t'a traité d'égoïste pour avoir coupé les vivres à des personnes âgées. Mais tout autant de gens disent que tu as bien fait. Ça provoque une véritable guerre civile familiale. L'idée que des membres de ma famille élargie, que je voyais une fois par an à Thanksgiving, et des débats animés sur ma vie m'aurait semblé absurde une semaine plus tôt. Maintenant, cela me semblait juste épuisant. Laisse-les se disputer, ai-je dit. Ma décision est prise. Au cours des semaines suivantes, j'ai appris plus de détails sur la situation de mes parents grâce aux mises à jour de Timothy. Ils ont essayé de récupérer l'ancien emploi de Gérald, ou quelque chose de similaire, mais son interruption de travail de 8 ans était impossible à expliquer aux employeurs potentiels. La candidature de Patricia à l'épicerie du coin a été un processus humiliant pour elle. D'après la mère de Timothy, qui l'avait entendu de seconde main, elle n'avait jamais eu de CV auparavant, jamais passé d'entretien d'embauche. Elle avait 63 ans et était complètement impréparée au monde du travail. Une partie de moi a ressenti une pointe de sympathie, mais ensuite je me souvenais de la vidéo, je me souvenais de sa voix dégoulinante de mépris alors qu'elle me traitait de profiteuse, et la sympathie s'évanouissait. Ils étaient des adultes. Ils avaient fait des choix. Ils en subissaient les conséquences. Ma mère a fait une dernière tentative pour me joindre, cette fois par une lettre envoyée à mon lieu de travail. Je n'ai aucune idée de comment elle a obtenu l'adresse, bien que je soupçonne Denise d'avoir aidé malgré ses excuses. La lettre faisait 6 pages, manuscrite sur le papier à lettres coûteux que je lui avais acheté pour la fête des mères il y a 3 ans. Elle a commencé par la culpabilité. Comment pouvais-je les abandonner dans leurs besoins? Ne m'avaient-ils pas élevé, nourri, vêtu? Ne me souvenais-je pas de tous les sacrifices qu'ils avaient faits quand j'étais jeune? Puis sont venues les excuses. La vidéo avait été sortie de son contexte. Elle était fatiguée, stressée par l'argent. Elle n'avait pas vraiment pensé ce qu'elle avait dit. Denise s'était plainte de ses propres enfants, et Patricia ne faisait que compatir. La 3e page est passée à la colère. J'étais cruelle, sans cœur, vindicative. Je les punissais pour une minuscule erreur. Je détruisais leur vie pour rien. Quel genre de fille fait ça à ses parents? Les pages 4 et 5 sont revenues à la culpabilité, avec des connotations religieuses ajoutées. J'avais le devoir d'honorer mes parents. Je violais tout ce qu'ils m'avaient enseigné sur la loyauté familiale. Ma grand-mère se retournerait dans sa tombe si elle savait comment je les traitais. La dernière page était un appel désespéré. Ils allaient perdre leur maison. Ils ne pouvaient pas se payer leurs médicaments. Ils étaient confrontés à la pauvreté dans leur vieillesse. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, reconsidère ta décision. Ils feraient n'importe quoi. Ils s'excuseraient publiquement si c'est ce que je voulais. Juste, s'il te plaît, ne les laisse pas sans ressources. J'ai lu la lettre 2 fois, assise dans ma voiture dans le parking de mon bureau. Puis, je l'ai déchirée en petits morceaux et je l'ai jetée à la poubelle. Le fait qu'elle l'ait envoyée à mon lieu de travail, exposant potentiellement mon drame familial privé à mes collègues, n'était qu'une manipulation de plus. Elle comptait sur mon embarras, mon désir de garder mes vies professionnelles et personnelles séparées, pour me pousser à répondre. Cela n'a pas fonctionné. Cette nuit-là, j'ai rédigé un email à mon avocate, une femme vive d'esprit nommée Fiona Bradshaw, que j'avais consultée lorsque les avocats de mes parents avaient envoyé la première lettre de menace. Je lui ai transféré la lettre de ma mère et je lui ai demandé de rédiger une mise en demeure. Plus de contact à mon domicile, sur mon lieu de travail ou par l'intermédiaire de tiers. Toute nouvelle tentative entraînerait une ordonnance restrictive. La réponse de Fiona a été rapide et satisfaisante. Je préparerai cela pour demain après-midi. Pour information, cette lettre de votre mère est un exemple classique de tactique de manipulation abusive. Conservez-la. S'ils intensifient leurs actions, une documentation comme celle-ci sera utile. La mise en demeure a été signifiée 3 jours plus tard. Timothy m'a dit que cela avait provoqué une autre crise. Ma mère a prétendu que j'étais dramatique. Mon père a dit que j'étais allé trop loin,
qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible après une action en justice. Il avait raison sur un point. Il n'y avait pas de retour en arrière. Mais ce n'était pas à cause de la lettre de l'avocat. Ce navire avait levé l'ancre au moment où j'ai regardé cette vidéo. Le travail est devenu mon refuge. La nouvelle initiative que Kenneth avait mentionnée s'est avérée être une restructuration complète de notre chaîne de développement de produits. C'était stimulant, complexe, et cela exigeait toute mon attention. Pendant 10 à 12 heures par jour, je ne pensais plus du tout à mes parents. Je me suis perdu dans l'architecture du code, la coordination des équipes et la planification stratégique. Mes évaluations de performance, qui avaient toujours été solides, sont devenues exceptionnelles. Sans le stress constant en arrière-plan de me demander comment j'allais couvrir la prochaine dépense d'urgence de mes parents, ma concentration s'est aiguisée. Les idées venaient plus facilement. Des solutions apparaissaient là où j'étais bloqué auparavant. Kenneth l'a remarqué. Quoi que vous fassiez de différent, continuez. Vous êtes en pleine forme ces 2 derniers mois. Ce que je faisais de différent, c'était de vivre pour moi-même, pour la première fois en 8 ans. La différence était remarquable. J'ai aussi commencé à accepter des invitations sociales que j'avais toujours déclinées auparavant, des apéros avec des collègues, une randonnée de week-end organisée par le club de plein air de l'entreprise, un concert avec mon amie Mélissa, dont je m'étais lentement éloigné parce que je n'avais jamais le temps ni l'argent pour sortir. « C'est bon de te revoir », dit Mélissa alors que nous attendions le début du concert. Je m'inquiétais pour toi depuis un moment. Tu avais l'air si épuisé. Je l'étais, ai-je admis, mais les choses ont changé. Je lui ai raconté la version abrégée de l'histoire. Tes parents ont dit quoi? Après que tu les aies soutenus financièrement, dit-elle. C'est insensé. Ça m'a semblé assez insensé quand je l'ai découvert. Et tu en as vraiment fini avec eux? Jean, définitivement? Définitivement. Elle a secoué la tête, stupéfaite. Bravo. Honnêtement, bravo. Je pense que beaucoup de gens céderaient sous la pression familiale. Il y a eu de la pression, certainement. Quelques parents éloignés ont tenté leurs propres interventions. Le cousin de mon père, Bernard, m'a appelé de nulle part pour me faire la morale sur les obligations familiales. L'ami d'enfance de ma mère, Nancy, a envoyé un message Facebook sur le pardon et la guérison. Chaque fois, soit je ne répondais pas, soit j'envoyais un bref message disant que ma décision était finale et non négociable. Les gens qui connaissaient toute l'histoire me soutenaient. Les gens qui ne connaissaient pas toute l'histoire, mais qui décidaient de juger quand même, n'étaient pas des gens dont l'opinion m'importait. 3 mois après avoir coupé les ponts, j'ai eu une révélation lors d'une séance de thérapie. Le docteur Howard m'avait demandé de décrire ma relation avec mes parents avant que je ne commence à les soutenir financièrement. Elle était bonne, ai-je dit automatiquement. Puis j'ai marqué une pause. En fait, je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Que voulez-vous dire? J'ai toujours eu l'impression d'essayer de gagner leur approbation. Rien n'était jamais assez bien. Quand j'ai eu un B au lycée, ils ont demandé pourquoi ce n'était pas un A. Quand j'ai été accepté dans une bonne université, ils ont mentionné les meilleurs où je n'étais pas entré. Quand j'ai eu mon premier emploi, ils semblaient déçus que ce ne soit pas dans une entreprise plus prestigieuse. Et quand vous avez commencé à leur donner de l'argent? Ils étaient fiers de moi. Enfin. Ils parlaient de mon succès aux gens, se vantaient de ma réussite. Je pensais les avoir enfin rendus heureux. Le docteur Howard m'a jeté ce regard, celui qui signifiait qu'elle voulait que je suive ma pensée jusqu'à sa conclusion logique. Oh, ai-je dit doucement. Ils n'étaient pas fiers de moi. Ils étaient fiers de ce que je pouvais faire pour eux. C'est une prise de conscience douloureuse. Ouais. Je suis resté avec cette idée un moment. Je n'allais jamais être assez bien pour eux, n'est-ce pas? Sauf si j'étais utile. D'après ce que vous m'avez dit, cela semble exact. Le chagrin qui m'a envahi n'était pas pour la relation que j'avais perdue. C'était pour la relation que je n'avais jamais vraiment eue. J'avais couru après une version fantasmée de l'amour parental qui n'existait pas, et n'avait jamais existé. Cette séance a marqué un tournant. La culpabilité qui me rongeait, la petite voix qui se demandait si je n'étais pas trop dur, c'est enfin tu. On ne peut pas être trop dur en fixant des limites avec des gens qui ne vous ont jamais valorisé au-delà de votre utilité. J'ai commencé à envisager mon avenir différemment. J'avais passé ma vingtaine et le début de ma trentaine en mode survie, travaillant sans relâche pour maintenir mes parents à flot. Maintenant, à 32 ans,
j'avais la chance de découvrir ce que je voulais vraiment de la vie. Je voulais voyager. De vrais voyages, pas seulement des escapades de week-end. Je voulais voir l'Europe, le Japon, la Nouvelle-Zélande. J'ai commencé à planifier des vacances de 2 semaines en Italie pour le printemps, quelque chose que je n'aurais jamais envisagé lorsque chaque centime était destiné au style de vie de mes parents. Je voulais des passe-temps qui coûtaient de l'argent. Je me suis inscrite à des cours de piano avec un professeur très recommandé. J'ai acheté un appareil photo décent et je me suis inscrite à un atelier de photographie. J'ai rejoint une salle de sport bien équipée et j'ai réellement utilisé l'abonnement que je payais. Je voulais sortir avec des gens sans le fardeau de ma situation familiale compliquée pesant sur chaque relation. Quand j'ai rencontré Lucas au barbecue d'un ami commun, je me suis sentie prête pour quelque chose de réel, d'une manière que je ne l'avais jamais été auparavant. Notre premier rendez-vous était un café qui s'est transformé en une conversation de 4 heures. Le deuxième, un dîner et un film. Au 5e rendez-vous, quand je lui ai parlé de mes parents, je ne cherchais pas de validation ou de sympathie. Je partageais simplement mon histoire avec quelqu'un pour qui je commençais à avoir des sentiments. Sa réponse a été parfaite car elle était simple, ça a dû être très difficile. Je suis content que tu sois sorti de cette situation. Pas de jugement, pas de questions sur le fait que je devrais reconsidérer ma décision, juste de la reconnaissance et de l'acceptation. J'ai aussi renoué avec de vieux amis que j'avais perdus de vue pendant les années où je soutenais mes parents, ma colocataire d'université, Vanessa, que je n'avais pas vue depuis 6 ans, mon ancien collègue, Dante, qui avait changé d'entreprise et avec qui j'avais cessé de déjeuner parce que je n'avais jamais le temps ni l'argent. Ces gens se souvenaient d'une version de moi d'avant, quand j'étais plus légère, plus spontanée, plus présente. Passer du temps avec eux m'a rappelé qui j'étais et m'a montré des aperçus de qui je pourrais redevenir. La reprise financière a été plus lente que je ne l'espérais, mais plus régulière que je ne le craignais. J'ai maximisé mes cotisations de retraite. J'ai mis en place des investissements automatiques. J'ai constitué un fonds d'urgence qui était réellement pour mes urgences, pas celles de mes parents. J'ai rencontré une conseillère financière qui m'a aidé à créer une stratégie sur 10 ans pour bâtir une véritable richesse. Vous êtes dans une meilleure position que vous ne le pensez, m'a-t-elle dit. Oui, vous êtes en retard par rapport à là où vous auriez pu être, mais vous avez un revenu élevé, de faibles dépenses maintenant, et des années devant vous pour investir judicieusement. Vous vous en sortirez très bien. Très bien semblait un mot si petit pour ce que je ressentais. Je n'étais pas seulement très bien, j'étais libre. Au lieu de cela, j'ai contacté 3 conseillers financiers et j'ai pris des consultations. J'avais été si concentré sur le soutien à mes parents que j'avais négligé mon propre avenir financier. J'avais des comptes de retraite, bien sûr, mais ils étaient sous-financés pour quelqu'un avec mon revenu. J'avais des parts dans l'entreprise pour laquelle je travaillais, mais j'en avais vendu tellement pour payer le style de vie de mes parents que ma participation avait considérablement diminué. Il était temps de reconstruire, temps d'investir en moi. J'ai aussi contacté un thérapeute. Le premier rendez-vous a été gênant et larmoyant, mais le docteur Cassandra Howard s'est avéré être exactement ce dont j'avais besoin. Elle m'a aidé à comprendre que j'avais été prise dans un cycle de manipulation et d'obligation, que mes parents avaient exploité mon amour et mon sens du devoir. Ils vous ont entraîné à être leur filet de sécurité, a-t-elle dit lors de notre 3e séance, et ensuite ils vous en ont voulu pour cela, parce que cela leur rappelait leurs propres échecs. Cette prise de conscience a été douloureuse, mais libératrice. 3 semaines après avoir coupé les ponts, une lettre d'un cabinet d'avocats est arrivée. Mes parents menaçaient de me poursuivre pour maltraitance de personnes âgées et exploitation financière. Ils affirmaient que j'avais promis de les soutenir à vie, qu'ils avaient pris des décisions sur la base de cette promesse, et que mon retrait soudain de soutien constituait un abandon. J'ai ri en la lisant. J'ai vraiment ri, d'un son légèrement maniaque qui a surpris mon chat. J'ai appelé l'avocat mentionné sur la lettre, un homme nommé Jonathan Pierce. Il avait l'air jeune et incertain quand il a répondu. Monsieur Pierce, ici la profiteuse ingrate que vos clients prétendent avoir exploitée. Avant d'engager toute action en justice, j'aimerais vous envoyer de la documentation. Je lui ai tout envoyé, les feuilles de calcul, les relevés bancaires, la vidéo, la chronologie. Je lui ai envoyé les SMS où il demandait de l'argent, les emails où il me remerciait pour l'argent, les dossiers montrant qu'il n'avait aucun revenu propre. 3 jours plus tard, j'ai reçu une autre lettre de Monsieur Pierce. C'était une brève note m'informant que son cabinet se retirait de la représentation de Patricia et Gérald en raison de divergences irréconciliables concernant les faits de l'affaire. Entre les lignes,
je pouvais lire qu'il avait réalisé que mes parents lui avaient complètement menti. J'en ai ressenti une sombre satisfaction. Les appels téléphoniques ont finalement cessé. Les emails se sont raréfiés. Ma famille, telle qu'elle était, s'est tue. J'ai appris par Timothy, qui était devenu mon seul contact avec cette partie de la famille, que mes parents étaient en grande difficulté. L'hypothèque que j'avais remboursée était soldée, mais ils ne pouvaient pas payer les impôts fonciers, qui étaient substantiels sur leur maison rénovée. Ils ne pouvaient pas payer les services publics ou l'entretien. Ils essayaient de vendre la maison, mais le marché était faible, et ils devaient de l'argent sur les voitures que je leur avais achetées. Mon père avait demandé la sécurité sociale, mais comme il avait cessé de travailler à 58 ans, sa prestation était minime. Ma mère n'avait jamais travaillé assez pour avoir droit à sa propre prestation. Ils envisageaient les bons d'alimentation et Medicaid. Timothy m'a demandé si je me sentais mal à ce sujet. J'ai longuement réfléchi à cette question avant de répondre. Non, lui ai-je finalement dit. Ils ont fait des choix. Ils ont choisi d'arrêter de travailler, de vivre au-dessus de leurs moyens, de mentir à mon sujet à tous ceux que nous connaissons. Ils ont choisi de me traiter de profiteuse tout en dépensant mon argent. Ce sont les conséquences de leur choix. Ça semble dur, dit Timothy, bien que son ton soit plus contemplatif que critique. Peut-être, ai-je dit. Mais tu sais ce qui est dur. S'épuiser au travail pour soutenir des gens qui n'ont que du mépris pour toi dans ton dos. Ça, c'est dur. Il n'a pas contesté cela. 6 mois après leur avoir coupé les vivres, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'avais recommencé à répondre aux appels inconnus, pensant que la tempête était passée. C'était une travailleuse sociale du comté. Elle m'a informé que mes parents avaient demandé une aide d'urgence et m'avaient désigné comme leur fille. Elle voulait connaître ma capacité et ma volonté de fournir un soutien financier. Je les ai entièrement soutenus pendant 8 ans, lui ai-je dit. Je leur ai donné près d'1 million de dollars. Ils ont dit à tout le monde que j'étais une profiteuse et que je ne contribuais en rien à leur foyer. J'ai la documentation de tout cela si vous en avez besoin. Je ne suis pas disposé à fournir de soutien supplémentaire. La travailleuse sociale est restée silencieuse un moment. Je vois. Pouvez-vous m'envoyer cette documentation? Je l'ai fait. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles d'elle, mais Timothy m'a dit plus tard que mes parents avaient été approuvés pour divers programmes d'assistance. Ils s'en sortaient, à peine. Ils avaient vendu leur maison à perte et avaient emménagé dans un petit appartement de 2 chambres dans un quartier moins désirable. Ils avaient vendu une de leurs voitures. Ma mère avait pris un emploi à temps partiel dans une épicerie. Mon père faisait des petits boulots grâce à un programme d'emploi pour seniors. Ils menaient la vie qu'ils auraient dû mener depuis le début, au lieu de la retraite de rêve que j'avais financée. 1 an après que tout a implosé, j'ai croisé Denise dans un restaurant. J'étais là avec des collègues, célébrant le lancement réussi d'un projet. Elle était seule, attendant une commande à emporter. Nos regards se sont croisés à travers la salle. Elle paraissait plus âgée, plus fatiguée. La culpabilité ne lui allait pas bien. Elle s'est approchée de ma table avec hésitation. « On peut parler ?» Je me suis excusé auprès de mes collègues et je suis sorti avec elle. « Je suis désolé, dit-elle immédiatement. Je ne savais pas pour l'argent, pour tout. Ils m'ont menti à moi aussi. Tu as publié cette vidéo publiquement, ai-je dit. Tu n'as pas vérifié une seule chose de ce qu'ils ont dit. Tu as juste cru le pire de moi et tu l'as diffusé à tout le monde. Je sais, j'ai eu tort. J'ai dit à Patricia et Gérald que je ne viendrai plus leur rendre visite. Je ne peux pas cautionner ce qu'ils t'ont fait. J'ai étudié son visage. Les excuses semblaient sincères, mais je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni satisfaction, ni pardon, juste un vide là où se trouvait autrefois notre relation. J'apprécie que tu me le dises, ai-je dit, mais je ne pense pas que nous ayons autre chose à nous dire. Ta mère s'ennuie de toi, a tenté Denise. Ma mère m'a traité de profiteuse en buvant du café que j'ai payé, assise sur des meubles que j'ai achetés, dans une maison que j'ai sauvée de la saisie, ai-je dit. Ma mère peut s'ennuyer de moi tant qu'elle veut. C'est son problème maintenant, pas le mien. Denise a hoché lentement la tête et s'est éloignée. Je suis retourné à l'intérieur et j'ai rejoint mes collègues. Quelqu'un a fait une blague, et j'ai ri. Et le moment est passé, comme s'il n'avait jamais eu lieu. Aujourd'hui, ma vie est très différente. Je travaille toujours dur, mais je travaille pour moi maintenant. Mes comptes de retraite sont sains et en croissance.
J'ai acheté une petite maison le mois dernier, la première propriété que j'ai jamais possédée. Ce n'est rien d'extraordinaire, mais c'est à moi. Complètement et entièrement à moi. J'ai commencé à fréquenter quelqu'un, un homme nommé Lucas, qui travaille dans le domaine médical. Quand je lui ai parlé de mes parents à notre 5e rendez-vous, m'attendant à être jugé ou horrifié, il m'a simplement serré contre lui et a dit « Tu as fait ce que tu devais faire ». Quiconque dit le contraire ne comprend pas, je dors mieux. L'anxiété qui me réveillait à 3 heures du matin, m'inquiétant de la façon de couvrir la dernière dépense de mes parents, s'est évaporée. J'ai des passe-temps maintenant. Je me suis mise à la randonnée et à la photographie. J'apprends à jouer du piano. Je lis à nouveau pour le plaisir. Timothy m'envoie des nouvelles de temps en temps. Mes parents luttent toujours, mais ils survivent. Ils ne se sont jamais excusés. Selon Timothy, ils ont inventé un nouveau récit où je suis la méchante qui les a abandonnés dans leurs besoins. Certains membres de la famille y croient. D'autres savent mieux, mais se taisent pour préserver la paix. Je m'en fiche maintenant. Toute cette partie de la famille pourrait disparaître demain, et ma vie continuerait sans changement. Le docteur Howard dit que je vais remarquablement bien. Le chagrin que j'ai ressenti en perdant mes parents, même des parents qui ne me valorisaient clairement pas, était réel et légitime. Mais j'ai surmonté cela. J'ai accepté que les parents que je pensais avoir, ceux pour qui je me suis épuisé au travail, n'ont jamais vraiment existé. Ils étaient un fantasme, une projection de ce que je voulais qu'ils soient. Les vrais Patricia et Gérald étaient des gens qui voyaient leur fille comme une ressource à exploiter, qui ne ressentaient aucune gratitude pour la vie que je leur avais offerte, qui trouvaient plus facile de me dépeindre comme un fardeau que de reconnaître leurs propres échecs. Les laisser partir a été la meilleure décision que j'ai jamais prise. Parfois, les gens me demandent si je me réconcilierai un jour avec eux. La réponse est non. Il n'y a rien à réconcilier. On ne peut pas reconstruire une relation sur une fondation qui n'a jamais été réelle au départ. On ne peut pas réparer des dommages aussi profonds, aussi fondamentaux. Ils m'ont montré exactement qui ils étaient, et je les ai finalement crus. L'argent est parti. J'ai fait la paix avec cela. Considérez-le comme le paiement d'une formation sur l'établissement de limites et la reconnaissance de la manipulation. Une formation très coûteuse, mais certaines leçons en valent le prix. J'ai une nouvelle famille maintenant. Des amis qui sont là quand j'ai besoin d'eux. Des collègues qui respectent et apprécient mon travail. Lucas, qui me traite comme une partenaire plutôt que comme un distributeur de billets. Un thérapeute qui m'aide à naviguer dans les eaux compliquées de la confiance et de l'estime de soi. Timothy, le seul parent de sang qui a choisi de voir la vérité. C'est suffisant. C'est plus que suffisant. Ma vie m'appartient maintenant. Mon argent, mon temps, mon énergie, mon amour, tout cela m'appartient, et je peux le dépenser comme je le choisis. Et je choisis de le dépenser pour des gens qui le méritent, des gens qui l'apprécient, des gens qui ne rêveraient jamais de me traiter de profiteuse tout en dépensant l'argent que j'ai gagné grâce à des journées de travail de 16 heures et à des sacrifices sans fin. La vidéo que Denise a postée existe toujours quelque part dans les archives numériques d'Internet, je suppose. Je ne l'ai jamais cherchée. Je n'ai pas besoin de la revoir. Je sais ce qu'elle m'a montré, ce qu'elle m'a appris, ce dont elle m'a libéré. D'une manière tordue, je suis reconnaissante à Denise de l'avoir publiée. Si elle ne l'avait pas fait, j'aurais peut-être continué la mascarade pendant des années encore. Je me serais peut-être tué au travail en essayant de plaire à deux personnes qui étaient fondamentalement impossibles à satisfaire. Je n'aurais peut-être jamais découvert ce que c'est que de vivre pour soi-même, au lieu de vivre pour l'approbation de gens qui ne la donneront jamais. Alors, à la santé des profiteurs ingrats. Puissions-nous tous trouver le courage de cesser de nous excuser d'exister, d'exiger le respect que nous méritons, et de nous éloigner de quiconque ne peut pas le fournir, même si c'est la famille, surtout si c'est la famille. Parce qu'en fin de compte, être seul vaut mieux qu'être utilisé. Et être libre vaut mieux qu'être nécessaire à des gens qui ne vous aiment pas vraiment.